l'inquisition, de la potence, du bûcher. Ces gens-là s'étaient mis en tête que j'étais une sorcière. J'aurais dû m'en douter tout de suite quand je suis née, que ma vie serait bien difficile et bien bizarre. Quand je suis venue au monde dans mes vallées entre Brescia et Bergame, mon père m'a immédiatement donné le nom de Ultima. Dernière, terminée. C'était son espoir, parce qu'en essayant d'avoir eu un fils, il avait déjà fabriqué 8 filles. Moins de 3 heures après ma naissance, ma mère, tranquillement, lui pond une autre fille. Ma sœur. Sacré nom d'un chien! Fait mon père. Et comme je n'étais plus la dernière, il m'a appelée Johanna. Johanna n'a pas été mon premier prénom, ni mon dernier d'ailleurs. À 10 ans, j'étais maigre comme un clou. Il y avait la famine dans mes vallées. Il n'y avait rien à manger, je ne mangeais pas. Mais je faisais caca. Je faisais du matin au soir une dysenterie terrible. Ma mère pensait que j'allais y passer. Alors elle m'a dit: ça suffit, je t'emmène chez les bonnes sœurs du couvent. Elles donneront à manger. Elles mettront le voile, mais elles donneront à manger. Tant pis. La seule chose, ma petite, c'est que tu devras prier à genoux. Maman, si elle me donne à manger, moi je prie à genoux, assise debout, pendue par le gros orteil, la tête en bas et même suspendue par les oreilles. Et ces bonnes sœurs me donnaient à manger. Enfin, suffisamment. Elles m'apprenaient à lire, à écrire et à coudre. Et elles priaient. Et elles chantaient toute la journée. Moi j'aimais ça. Surtout quand on était dans la grande chapelle, avec toutes les statues des saintes autour de nous. Et aussi les statues des saints. Le meilleur de tous était Saint Sébastien. Saint Sébastien. Un sacré beau gosse. Grand et costaud, avec des jambes qui n'en finissaient pas, des fesses fermes et tout juste couvert d'un linge autour de sa vergogne. Si bien que je le regardais et que je me disais: ouh, si ton linge tombe, on va te chanter Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ces bonnes sœurs étaient allées jusqu'à me sauver la vie. Les lansquenets de Charles Quint étaient descendus pour aller combattre contre de l'argent. Et chemin faisant, ils égorgeaient et empalaient les femmes. Dans mon couvent, ils s'en sont donnés à cœur joie. Heureusement, mes bonnes sœurs m'avaient caché. Et ce n'est pas tout. Elles m'avaient coupé tous les cheveux et déguisé en homme, avec les vêtements d'un apprenti qui venait de temps en temps les aider. Moi, je restais dans la grande chapelle, près des statues, et j'entendais crier mes bonnes sœurs qu'on violait. J'aurais voulu m'enfuir, mais mes pieds étaient cloués au sol. Leurs cris martelaient mon cerveau, mais pas une larme ne sortait de mes yeux. Quand les lansquenets sont arrivés et qu'ils m'ont vu, plantée là, pétrifiée, sans pouvoir m'enfuir, sans pouvoir pleurer, habillée en homme, ils m'ont prise pour un garçon. Il faut dire que j'avais 15 ans et pas l'ombre d'une forme féminine, parce qu'à force de manger peu, rien ne poussait. Ils m'emmenaient avec eux, comme serviteur. J'étais leur serviteur et eux, ils m'apprenaient la guerre. Ils me faisaient monter à cheval. Ya! Manier la lance. La première fois qu'ils me l'ont mise entre les mains, je suis tombée à la renverse et tac!
Un peu plus, et je découpais 2 lance-quenets derrière moi. Après ça, il restait à bonne distance. Je n'avais pas de force, mais après 8 mois de cette vie, à manger des pièces grosses comme des bêtes entières, j'en avais des forces, et les formes se sont mises à pousser. 2 ronds devant, 2 ronds derrière. J'avais peur qu'on découvre que j'étais une fille. Alors quand on est passé près de Venise, je me suis sauvée. À Venise, j'ai rencontré un homme, un vrai phénomène. La première fois, je l'ai vu sur des tréteaux. Il faisait des tours avec des feux d'artifice. Il était beau, mais beau. On aurait dit un ange, mais c'était un sorcier. Moi, j'allais le voir tous les jours, et un jour, il m'a fait monter sur ses tréteaux et il m'a emmené avec lui comme valet. Bien sûr, j'étais encore habillée en garçon. Ce sorcier avait immédiatement deviné que j'étais une fille, mais il ne disait rien. Et puis de toute façon, il y avait toujours des femmes autour de lui. Moi, je travaillais et elle tournait autour de lui comme des mouches. Ça m'énervait. Je lui servais de valet. Je l'aidais dans toutes ses tâches, même à s'habiller. Un jour, il s'est présenté devant moi, nu. Tout nu. Beau comme Saint-Sébastien. Il n'avait même pas de linge sur sa vergogne. J'étais toute rouge de pudeur et aussi de me retenir de chanter « Alléluia, Alléluia ». Il me dit « Respire librement, libéré de ces bandages, te comprime la poitrine. » Moi, j'avais une peur bleue. Et soudain, je me suis souvenue d'autres hommes qui déshabillaient d'autres femmes au couvent. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes qui n'étaient pas sorties ce jour-là. Mais lui, il me serrait dans ses bras. Il me parlait, il me disait des douceurs à m'enivrer. À la fin, je me suis laissée aller à cette longueur. Lui, il m'a appris l'amour. Et quel amour! Enfin, je pouvais être une femme, et j'aimais ça. Après l'amour, il voulait m'enseigner ses astuces pour lire dans les étoiles, dans la lune. Moi, j'avais un peu peur de ces sorcelleries, alors il me disait « Ne crains pas ce que tu ne connais pas, et ne regarde pas les choses d'un point de vue seulement. » Et comme je ne comprenais pas, regarde la terre. Si tu marches dessus, elle te paraît longue et droite. Alors que si tu pouvais la considérer à travers ces nuages, elle te paraîtrait aussi ronde que le petit soleil qui vient te voir tous les matins. Et si je te disais que le soleil est des dizaines et des dizaines de fois plus grand que le monde, et que c'est la terre qui, comme une amoureuse, tourne autour de lui tous les jours, qu'est-ce que tu dirais? que tu es un grand bonimenteur. Je ne le croyais pas, je pensais que c'était un beau charlatan. Mais c'était un vrai phénomène. Je me souviens du jour où nous étions sur l'île du Paranello. C'était l'été. Nous étions nus, en train de faire l'amour, et tout à coup, il lève les yeux au ciel et il me fait. Regarde la lune. Rebelote avec ta lune. Mais non! Tu ne vois pas comme elle est blanche et grosse, entourée de tous ces petits nuages ronds? C'est un signe terrible. Il va bientôt y avoir une tempête. Arrête tes conneries! La mer est calme, la lagune est plate comme une flaque de pisse. Il n'y a même pas un oiseau qui vole. Justement, pas un oiseau qui vole est un autre signe de tempête imminente. Vite, monte dans la barque. Nous voilà, ramés comme des fous, mais où va-t-on? À Samar. Nous sommes arrivés à Samar, nous avons amarré la barque à toute vitesse et traversé la place en courant. Mais à peine le temps de tourner l'angle et ça a été l'apocalypse. Il y avait des vagues qui arrivaient jusque dans la lagune, qui rabotaient la lagune et qui embarquaient les embarcations. 2 grandes déferlantes sont arrivées. Elles ont pris un bateau, l'ont emporté jusque dans la place Saint-Marc, devant l'église. Une autre déferlante, et blanc, elle a projeté
pas prédit ce qui allait lui arriver le jour où il a été emprisonné par ordre de la très sainte Inquisition. On a dit que c'était un dangereux sorcier. Et non seulement il était dans les étoiles et la lune, mais qu'il lançait aussi des sortilèges et des maléfices. Et qui parlait avec les morts. Vous imaginez? Parler avec les morts? À la rigueur, avec le diable, de temps en temps, et encore, juste façon de parler. Il était sur ses tréteaux quand il a arrêté ce jour-là, et moi, j'ai été d'une grande lâcheté. Je le regardais, et l'officier m'a pointé du doigt en me disant... Tu n'es pas de la bande de celui-là? Celui-là? Jamais vu. Oh, je me suis fait dessus tellement j'ai eu peur. À l'idée d'être emmenée devant le tribunal de l'Inquisition, et le juge qui m'aurait dit... Tu vas maintenant me raconter toutes les manigances que vous avez faites avec les diables et les boucs de l'Antéchrist. Je voyais mes bonnes sœurs se retourner dans leur tombe, mais moi je ne sais rien. Mettez-la immédiatement sur la roue. En ce temps-là, on infligeait aux femmes que l'on traitait de sorcières d'horribles tortures pour obtenir leurs aveux avec le fouet, les cordes, les pointes de fer, le brasier pour griller leurs pieds. Moi, rien qu'à m'imaginer sur une roue cloutée, vous savez, les clous, je trouve pas ça bien confortable. J'aurais fini par avoir le cul rôti. Mais je me suis souvenu de mes bonnes sœurs, qui me disaient toujours qu'en cas de danger, il vaut mieux être un homme. J'ai donc filé à la maison de mon sorcier vénitien, j'ai enfilé mon pantalon, ma chemise, mais j'étais plus la gamine d'avant, plate devant et plate derrière. J'avais ces nénés dressés comme des tournesols qui cherchent la chaleur. Je les ai serrés dans un drap jusqu'à l'étouffement. Aïe! J'ai un petit coup de sortait dans le dos, 2 bosses. Avec des ciseaux de couture, j'ai commencé à couper mes beaux cheveux qui avaient poussé. Ça me faisait de la peine, mais j'avais une peur folle. Je coupe, des cheveux, stop les cheveux! Je me suis regardé. J'étais redevenu un jeune garçon dépenaillé. J'ai couru jusqu'à la grande jetée, comme si le feu m'allait chez les fesses. Là, il y avait un brigantin qui était sur le point de lever l'ancre. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'un tailleur qui reprise les voiles. Mais voici, je suis votre homme. Je me suis glissé dans la cale et je m'y suis terré comme un rat. J'avais une de ces trouilles à me faire dessus. Si jamais on découvrait que j'étais une femme, je finissais dans l'estomac des poissons. C'est que, sur les bateaux, les femmes, on n'en voulait pas. On disait qu'en mer, elles portent malheur. Et à terre aussi, d'ailleurs. Tout ce qui se produisait était de notre faute. Parce que de nature, nous sommes toutes des sorcières. La mauvaise récolte, c'est nous. La mort du bétail, c'est nous. La famine, c'est nous. Il n'y a rien à manger, c'est de la faute de nous autres, femmes. Toutes des sorcières. Enfin, non, pas toutes. Des sorcières, ou bien des putains. Quand nous nous sommes retrouvés au large, je suis sorti. Je n'étais jamais monté sur un bateau et je me suis dit, du calme, on va juste sûrement aller dans le coin à Kyoljat tout de plus. Je demande, où est-ce qu'on va? À Séville. Non, d'une pipe. Ce n'est pas juste dans le coin. Et on va faire une escale en route pour souffler un peu? Oui, Où ça? à Tunis. 25 jours en mer. Je me suis fait appeler Johan. Johan Padam. Venu au monde entre Brescia et Bergame. Un homme de la terre. Parce qu'en mer, je vomissais tout le temps le soir. On est arrivé à Tunis. Oh! Et j'étais encore en vie. De Tunis, on est allé à Malaga. De Malaga, on est descendu à Séville. Séville! Quelle ville merveilleuse! Avec ses coupoles rouges, or, ses campaniles tout fins qui grimpent au ciel et ses fontaines!
fontaine partout qui vous arrose. J'étais sous le charme. Et en admirant cette ville, je me disais, ici je peux m'installer, ici je suis en sécurité, je n'ai plus à avoir peur de l'inquisition, je peux enlever mon pantalon, ma chemise, je remets mes bosses en place et je me fais une robe. De toutes les couleurs. Une splendeur. Je débarque. Et tandis que je débarque, je me retrouve face à un gros tas de bois. Avec au sommet 4 personnes assises confortablement en train de brûler en toute tranquillité. Qui sont ces gens qui brûlent? Des hérétiques. Et qui les a condamnés? El tribunal de l'Inquisition. Sangre de Dios. Je fuis Venise avec le feu aux trousses, j'arrive à Séville et je le retrouve devant mes nichons. Je les ai serrés jusqu'à l'étouffement. J'avais l'impression qu'ils me rentraient dans les côtes. Ces fanatiques brûlaient les gens en continu. Les hérétiques qui ne pouvaient pas abjurer leur foi, les morts qui ne voulaient pas se convertir, les sorciers qui ne voulaient pas condamner à la sorcellerie, et les juifs pour n'importe quel motif. Mais ça n'était pas par méchanceté. Ils leur brûlaient le corps pour libérer leur âme. Le corps en charbon de bois et l'âme toute heureuse qui monte au ciel. Voyez quelle bonté. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand ils avançaient en procession. Tous vêtus de noir, avec ces grands capuchons, et les femmes aussi. Et ils chantaient. D'artifice. Je me souviens tous les tours que mon sorcier vénitien m'avait appris. Je me souviens qu'il prenait un grand tube, qu'il émettait du charbon, du salpêtre, du soufre, puis les mèches, une longue, une un peu plus courte, une un tout petit peu plus longue. Il les attachait ensemble et puis il les allumait. Moi j'étais bien à Séville. Je m'étais refait une beauté, mais toujours en homme, parce qu'il y avait trop de bûchers dans les parages, et que tous ces feux me faisaient penser à mon sorcier vénitien. Mais je ne voulais pas y penser, pour ne pas m'attrister. Je gagnais ma vie à Séville, comme secrétaire, parce que mes bonnes sœurs m'avaient apprise la belle calligraphie. Je sais déchiffrer remarquablement. Je peux lire l'astrolabe. Je parle toutes les langues. Il n'y en a pas une que je ne connais pas. Je peux discuter dans toutes les langues. Les dialectes, les langues mortes, les langues vivantes.
Et celle entre la vie et la mort? Quand un étranger me parle, comme un charabia que je ne comprends pas, je l'écoute. Je l'écoute pendant toute une semaine. Et après une semaine, je parle comme lui. Mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais, je parle. Moi, j'étais bien à Séville. La seule chose, c'est que j'avais la nostalgie d'être une femme. D'être courtisée. De faire l'amour avec mon homme. De pisser assise et pas debout en regardant l'horizon. Alors je me suis dit, un de ces jours, je redeviens femme. Mais voilà que se déchaîne une autre terrible vague de persécution contre les juifs. Un piège inventé par la très sainte reine catholique et son très cher époux pour les attraper et voler toutes leurs propriétés, leur argent. Et là, à Séville, il y avait des Italiens de Gênes et de Florence. De grands arnaqueurs! Des banquiers qui profitaient de l'occasion pour faire des affaires. Ils réquisitionnaient les maisons des Juifs avant qu'elles ne soient saisies. Et en échange, ils leur donnaient d'autres maisons à Livourne. À Naples. Tout ça par le biais d'une promesse écrite sur une lettre de crédit. Et ces lettres de crédit, c'est moi qui les écrivais. J'étais secrétaire. Seulement voilà, la couronne de la reine n'a fait qu'un tour. Elle a pris 10 Juifs. Elle les a grillés un coup. Ils ont parlé. Puis les banquiers génois et florentins, elle en a fait une autre petite grillade. Puis les lettres de crédit, celles que j'avais écrites, ont atterri entre les mains du juge de l'Inquisition. Mais quelle poisse! Beau travail. On dirait une écriture de femme. J'aimerais bien connaître celui qui a écrit ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il m'attrape, peut-être? Allez! Le feu habituel aux trousses, je file sur le port comme un éclair. Je saute, comme un cabri, sur un des bateaux de la flotte du Génois. Christophe Colomb, en train d'appareiller pour sa 4e expédition. Il se détachait déjà du quai d'amarrage et moi... Attendez! J'ai marché sur les eaux. Je peux occuper tous les postes. Je suis artificier. Je peux repriser les filets. Je sais lire l'astrolabe. Non! On n'a besoin de personne à ces postes-là. Le seul travail vacant est celui de gardien des vaches, des cochons et des chevaux au fond de la cale. La cale était pleine à craquer de bétail parce que dans le Nouveau Monde, ces espèces de chez nous n'existent pas. Il y avait des chevaux, des mules, des ânes, des vaches, des cochons, on n'en a jamais vu. Alors à chaque voyage on repeuplait. C'est comme ça que je me suis retrouvée à voyager sous le pont, avec ces animaux qui chiaient du matin au soir. Ils n'étaient pas habitués à la houle, ils étaient pires que moi. Le bateau rebondissait, je vomissais, et eux... Pof. Alors, si pour me souhaiter bonne chance, quelqu'un me crie « Merde, je l'étrangle !» Parce que la chance, j'étais dedans jusqu'au bout. Et puis,
poussaient le bateau, le soulevaient, le jetaient de ça, de là. Et les animaux dans la cale perdaient l'équilibre. Il y avait les chevaux qui donnaient des coups de sabot aux vaches, les vaches qui cognaient contre les ânes qui poussaient les cochons au milieu. Ça suffit! À la fin, ils étaient tous blessés et ensanglantés. J'ai recousu toutes mes blessures. J'ai sauvé toutes ces bêtes. Finalement, entre une vomissure et une chiure, on a atteint l'île de Saint-Domingue. À peine on avait jeté l'ancre, qu'on a vu des Amérindiens sur leur petite barque qu'ils appellent des canoës. De beaux hommes, bien bâtis, propres, parce qu'à tout moment, ils plongent dans l'eau pour se laver avec un grand plaisir, et qu'ils nagent comme des poissons, même en eau profonde. Ils prenaient des perles et des coraux, puis les mettaient dans leur bouche. Tu veux une perle? Oui. Tiens. Vraiment de belles personnes. Tout nus, comme leur mère les a fait. Les hommes comme les femmes. Sans pudeur, sans honte. Nichons à l'air, fesses à l'air, tout à l'air. Ils arrivaient en chantant, en souriant. Tous le teint hâlé avec une plume sur la tête et leur pendule qui se balançait. Avec eux, j'allais pouvoir être libre. Ils étaient doux, vraiment de belles personnes. Eux, ils allaient m'accueillir. Mais il m'était difficile de les approcher. Particulièrement les femmes qui croyaient que j'étais un homme et qui me proposaient tout le temps de faire l'amour. Alors moi, pour ne pas être démasquée, je lançais un sujet de conversation parce que j'aime papoter. Je leur posais un tas de questions. Vous savez bien, je fais une fixette sur le langage. Et comment on dit soleil? Et comment on dit mer? Et comment on dit faire l'amour? Il y a plusieurs manières de le dire parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. C'est comme ça que j'ai appris l'amérindien. De braves gens, ces indigènes. Et nous autres, les chrétiens catholiques. De braves gens aussi. Au début, on faisait les cérémonieux, on leur offrait des clochettes, de la verroterie sans valeur. Puis, on a commencé à les voler. À leur prendre tout ce qu'ils avaient, à leur arracher leurs femmes, leurs enfants, et à les charger sur les bateaux pour les emmener comme esclaves dans notre saint monde de chrétiens. Tant et si bien qu'à la fin, leurs tresses se dressent sur leur tête et ils arrivent par milliers, sortant de partout, armés d'arcs et de lances, noirs de rage, en criant « Rendez-nous immédiatement les nôtres, sinon on vous attaque avec nos flèches et nos lances !» À peine avait-il dit flèches et lances que des canons sortent des bateaux. Bam! Boum! On voyait ces guerriers indigènes déchiquetés et projetés en l'air. Les cavaliers sortaient avec leurs chevaux. En fait, les Amérindiens ne connaissaient pas les chevaux. Pour eux, le cavalier et le cheval n'étaient qu'un seul et même animal, une horrible bizarrerie de la nature. Un monstre? Un monstre. Terrifié, il devenait tout blanc et criait. Les autres, les cavaliers, criaient, riaient, transperçaient, trouaient. Des têtes volaient. Un carnage fait par de vrais imbéciles. Que les choses soient claires, j'étais avec les lansquenets et j'en ai vu des bains de sang. Mais ces chrétiens étaient des bouchers, assassins. Ils prenaient les enfants et les jetaient sur les arbres pour les exploser. Ils écartelaient les femmes, les coupaient en deux. Moi, j'étais sur le bateau et je ne pouvais rien faire. La terreur me faisait vomir. À bord se trouvait l'aumônier qui bénissait les hommes et les armes avant qu'ils ne descendent et
plains? Qu'est-ce qu'ils font en fin de compte? Est-ce qu'ils tuent des chrétiens? Bon, ils tuent des gens qui n'ont pas de cœur, pas d'âme, pas d'esprit, pas de religion. Faire la peau à l'un d'eux, c'est comme faire la peau à un chien. N'en fais pas un drame. Alors je n'en ai pas fait un drame. C'est parce que j'avais peur qu'on me démasque. Quelques jours plus tard, nous sommes repartis pour rentrer chez nous, avec le bateau rempli d'esclaves, 125 incarcérés dans la cale à la place du lest, et pour ne pas qu'ils crient, il leur avait mis de l'étoupe dans la bouche jusqu'au fond du gosier. On part! Allez! Larguez les avares! Hisse la grand-voile! On part. Une grande chaleur, peu de nourriture, presque rien à boire. Ces pauvres Amérindiens commencent à crever. Leurs cadavres, ils les prennent et ils les jettent à la mer. Après quelques jours, derrière la poupe dans le sillage, on distingue un grand bain de poissons qui nous suivent. Ils attendaient les indigènes pour le repas. Ils les trouvaient à leur goût. Alors les marins ont une belle idée, ont dit « Pourquoi on ne pêcherait pas avec tous ces indigènes ?» Ils en ont pris des tout frais. Mort du jour, leur ont enfoncé des hameçons dans les chairs, ils les jetaient et ils pêchaient avec. Ça a mordu pas mal, hein. Seulement il y a Dieu, le Père éternel, qui de temps en temps se met à voir rouge dans son triangle. Alors il nous envoyait une tempête, avec un tel vent qu'on voyait la mer se soulever, dégringoler et déchirer les vagues. On a entendu un effrayant et on avait heurté un rocher. Mais on coule à pic! Descendez les galops! Il y en avait 3 et je demande au capitaine, mais où est-ce que je me mets, moi? Toi? Mais pour toi et les autres gardiens d'animaux, il n'y a pas de place. Vous coulerez avec les Indiens et les cochons. Nom d'un chien! J'ai fait Venise pour ne pas finir brûlée et à cause de ce capitaine de merde, je vais finir noyée. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être à cause de la colère. J'ai ouvert un grand latrap. Tous les Amérindiens surgissent, me renversent, me piétinent et se jettent à la mer. Heureusement, mes compagnons étaient là et ils m'ont relevé. Quel bord, ce capitaine, quel bord! Or, je me suis souvenu qu'au fond de la cale, il restait encore 5 beaux cochons. Et j'ai dit, sauvons les cochons! C'est notre seul espoir! Pas le temps d'expliquer. On n'ira pas à l'eau sans les cochons. Mes compagnons ont pris chacun un cochon dans leurs bras. Et moi, je suis arrivée la dernière et il nous restait un cochon gigantesque qui ne voulait pas venir. Je le poussais. Je le tirais. Je le poussais. Et je le tirais. Rien à faire. Il me fixait avec son groin comme pour me dire « Je n'accepte pas les ordres d'une femelle. » J'ai essayé la dialectique, la méthode Montessori. J'avais envie de pleurer parce que je n'avais pas la force de le porter sur le pont. Et je lui ai dit « Mais tu ne comprends pas qu'on est sur le point de couler à pic avec le bateau? On va se noyer !» Et les pour seule réponse, hop, il me monte son cul. Je lui ai donné un coup de pied dans les parties et zou! Il est monté sur le pont d'un seul bond. Après ça, il me suivait comme un petit chien. Il
faut toujours se faire respecter des mâles, surtout si c'est des gros porcs. Bon. Entendons-nous bien, ce n'est pas que j'ai développé une passion soudaine pour les cochons. Mais je connaissais une histoire du poète Homère, celle des naufragés grecs, qui ont sauvé leur peau en s'accrochant à des cochons. Parce que le cochon, gras comme il est, il ne coule jamais. Il coule un instant, et puis, plop, il recommence à flotter. C'est une bouée de gras. Et cette petite queue en tire-bouchon, on s'y accroche, et il avance. Flac, 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 flac. C'est une bouée avec des pattes. Et il a le sens de l'orientation. On le jette dans l'eau et lui, tac, il pointe le groin vers la côte la plus proche. Quand il grogne 4 fois, Coin, coin, coin. Notre rivage se trouve sur la droite. Coin, coin, coin. il ne se trompe jamais. On s'agrippait au cou des cochons, et lorsqu'une vague arrivait, on disait « Il ne coulera pas !» Et... Et moi, un petit bisou. Une autre vague. Et moi, un autre petit bisou. C'est que ça a commencé à lui plaire à lui aussi. Il coulait même lorsqu'il n'y avait pas de vagues. Au milieu de ces vagues tourbillonnantes qui nous arrachaient nos pantalons et nos chemises, on a fini par arriver sur la côte, nus, accrochés aux cochons que nous embrassions. Si le tribunal de l'Inquisition nous avait surpris, il nous aurait brûlés vifs. Nom d'un chien, quel froid. Tu regardes ma peau? Bleu. Les compagnons? Bleu aussi. Les cochons? Couleur parme. Le seul qui était bien, c'était le catalan, qui était tellement gros qu'on l'appelait triple-triple. Avec son ventre énorme, il n'avait pas besoin de cochon. C'est lui qui a sauvé le sien. Tout est bon dans la chambre. C'est bon dans le cochon du bras jusqu'au talon. C'est bon. La boule de 3 moments, laquelle en tire-bouchon. C'est bon. Très très bon. Désormais je veux chanter le cochon. Ces petits yeux si mignons. Répétons ce certain poisson. Qui c'est le bon? C'est le cochon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour être un homme avec raison. Puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. Ah mais non, mais... Oui, c'est vrai, c'est quand même Tout est bon dans le cochon du bras jusqu'au talon. C'est bon. La peau toute rose, bonbon, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon. Ces petits yeux si mignons. Répétons sur cette applaudissement. Qui c'est qui est bon? C'est le cochon. Nous étions tous sains et saufs. Il y avait un roux qu'on appelait le roux, il y avait un noir de Tripoli qu'on appelait le noir, et il y avait un gars maigre qu'on appelait le maigre. Les hommes de la mer ont une de ces imaginations pour les surnoms. Nous étions tous nus. Les autres me regardaient, les yeux écarquillés, et moi je ne comprenais pas. Quoi? Vous avez vu un fantôme ou... Alors le maigre, l'air éberlué, me fait... Johan, tu as des nichons qui ont poussé? Oh merde! Ça faisait tellement longtemps que je vivais comme un homme que j'avais oublié que j'étais une femme. Et j'étais là avec ces nénés qui s'étaient réveillés. Beau, rond, ferme. Bon, et si je vous disais que c'était une réaction à l'eau glacée? Ça pourrait être une explication, comme pour ton pendule, c'est peut-être un poisson qui l'a croqué. En fait, il s'approchait de moi avec l'intention de me palper. Bon, du calme, arrêtez, asseyez-vous gentiment, je vais vous expliquer. Mais eux, ils continuaient de vouloir me tripoter. Allez! Vous étiez tous assis comme
hommes, des enfants! Et il s'était fait dessus en plus. Nous étions là, grelottants, et moi en train d'essayer de leur expliquer la situation. Quand je regarde la colline et que je vois au loin des hommes, des Amérindiens, 100, 200, qui débarquent en courant armés d'arcs et de flèches. Nom d'un chien, si ceux-là ont déjà rencontré un chrétien, ils nous mettent en pièces. Mes compagnons, au fond, on s'en fiche que tu sois un homme, une femme, une sainte ou une sorcière. Sauve-nous, parle aux indigènes, toi qui connais leur langue. Donnez-nous quelque chose pour nous couvrir. Il fait si froid ici que nous allons devenir des glaçons pour finir raides morts. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus pour vous couvrir? On est plus déshabillés que vous. Alors, ils ont fait un feu. Ils se sont mis en cercle pour nous protéger du vent et, comme le village était loin, ils ont fait plein de feux. Il y avait un feu tous les 100 mètres. Ils nous prenaient dans leurs bras et nous portaient de feu en feu. On grille un peu, on court, on grille un peu, on court. Et même les cochons, on grille un peu, on grille un peu, on grille un peu. Sauf pour les cochons! En fait, ils ne connaissaient pas les cochons. Ils pensaient que c'était une espèce de chrétien un petit peu plus gavé. Je dois dire que ces indigènes étaient les Amérindiens les plus doux et les plus aimables que j'ai jamais rencontrés. Pour dormir, ils ne nous laissaient pas nous allonger par terre, si ça se trouve au milieu des puces, suspendus en l'air dans des hamacs. Toi, tu ne sais pas ce que c'est le hamac? Eh bien, c'est un filet accroché entre deux poteaux de bois avec des cordes qui le tendent. Et il y a un brasero en dessous qui vous donne de la chaleur lorsque vous êtes allongé. Mais c'est pas facile de monter dessus. Celui qui ne s'y connaît pas s'y assoit avec le derrière et une chute sur les fesses. Parce qu'il faut y aller avec les genoux. Tu mets les genoux là, tu écartes le hamac d'un côté, puis de l'autre côté. Parce que ce n'est pas une question de genoux, c'est une question de balancement, d'équilibre. C'est une question de dynamique. Pour monter dessus, il faut placer votre genou comme ça et donner une belle poussée. Vous attendez. 1, 2, 3. La force de la dynamique. Je suis là, dans mon hamac, sur le point de m'endormir, quand je sens une caresse sur mon visage et une caresse qui descend entre mes seins, encore. Ça doit être un rêve. Non, c'est un Amérindien, beau, tout nu, qui entre dans mon hamac pour m'enlacer, me câliner, faire l'amour. Faire l'amour, c'est déjà compliqué de entrer dans un hamac, alors vous imaginez faire l'amour. Mais lui, c'était un extraordinaire connaisseur de hamac. Il s'y accrochait avec tout son corps, les ongles, les orteils, les oreilles, les dents, les fesses. Et quand on lui en prenait la fantaisie, zoom, et 1, et 2, et 3, le tour de la mort, quel connaisseur. Il venait toutes les nuits, et toutes les nuits je l'attendais. Une nuit, j'attends, il ne vient pas. Je vais pour m'endormir quand je sens une caresse qui descend. Je ne t'attendais plus, beau brun. Je me retourne et je vois la tête rousse du roux. Pas tant, mais lui, avec son air de petit garçon. Non, ne me chasse pas, s'il te plaît. Il m'a attendri, je suis une âme sensible. Viens là, beau chevelu. Lui, tout excité, essaye de me prendre par la taille, de m'enlacer avec sa jambe, et patatapa, je suis sur le brasero. Et hop, on a un quart d'œil de retour sur l'arnaque, la force de la dynamique. Je ne voulais pas le vexer, mais lui, comme connaisseur de hamac, il était nul. Une vraie catastrophe.
j'ai essayé de lui apprendre. Tu fais une fourche avec ton gros orteil et l'autre orteil. Puis, tu allonges ta jambe, de manière à ce que le hamac se déploie. Tu passes ton bras sous ma taille. Oh, tu changes la position des fourches. Il se renverse. Mais il n'atteint pas le sol. Ses testicules restent coincés dans le filet. Aïe aïe aïe. Muerte de la passion par pendaison des castagnettes. Dans ce pays-là, l'eau était claire, limpide, profonde. On voyait tous les poissons comme s'ils nageaient dans l'air. Elle était si claire qu'on n'en distinguait pas la surface. On ne savait pas où était la limite entre ciel et mer. Et il y avait des poissons. Des poissons ailés qui sautaient hors de l'eau et qui volaient dans le ciel. Et dans le ciel, il y avait des oiseaux qui plongeaient au fond de la mer et qui nageaient. Une de ces pagailles. Et il y avait des arbres merveilleux, pleins de fleurs, tant de fleurs. Ces terres étaient toutes fleuries. C'était justement la Floride. C'était un paradis pour ces indigènes. Mais pour nous, c'était l'enfer. Il fallait travailler du matin au soir, aller dans l'eau pour ramasser les araignées de mer, les ouvrir, trier et égrener le maïs, piler le manioc, éplucher la mangue, faire le feu et couper le bois. Mes compagnons étaient bien tristes et mélancoliques. Mais moi, qui avais compris les propos de ces indigènes, je leur disais « Ne faites pas la tête, ça ne plaît pas à nos maîtres. Ils veulent que nous soyons esclaves, mais esclaves joyeux. » Ainsi, quand j'en voyais un, je prenais triple avec moi et on faisait les pitres. On se donnait des tapes, lui me poussait avec son ventre. Il en profitait pour me tripoter. Et moi aussitôt, quick, une torsion au testicule. Et je criais, comme j'aime être esclave, quelle belle vie, gare à celui qui me libère. Tant et si bien que le lendemain, ils nous ont pris triple et moi, et nous ont mis sur une cascade. Une cascade! Une cascade bouillante. Ils nous ont lavés, recouverts de haut en bas d'une huile merveilleuse parfumée. Ils nous ont mis des fleurs autour du cou, sur les oreilles, sur les épaules. Et triple avait de la barbe. Ils ont commencé à lui faire des petites tresses colorées. Des tresses aux cheveux, des tresses à la barbe, des petites fleurs, des grosses fleurs. Une vraie poupée. Avec un pinceau, ils se sont mis à nous peindre des ronds sur le dos qui me faisaient des chatouilles. Une femme me fait un trait rouge au niveau des fesses. Une autre, un cercle orange sur le ventre de triple. Et le zizi en bleu. Les petites oiseaux du ciel. Arrêtez, malheureux, vous nous avez pris pour des dindons ou quoi? Oui. Vous voulez nous manger? Oui. Et moi, est-ce que je vais attendre ici de me faire égorger comme un cabri sur le feu? D'autant plus que l'histoire de feu, je commence à en avoir plein les couilles. Merde. Je m'enfuis de Venise pour éviter le bûcher et je me retrouve à rôtir au milieu des cannibales. Non, je me sauve. Je préfère me faire dévorer par un jaguar, un puma ou un crocodile. J'attends la nuit. Je grimpe sur la palissade en bois qui entoure le village. Je vais pour sauter. Oh, quand je me trouve nez à nez avec des hommes armés, prêts à débouler de l'intérieur. Des assaillants. Je réfléchis pas une seconde et je me suis mise à crier « Alerte! Alerte! Réveillez-vous! Les milliards vous égorgés !» Un terrible combat commence. J'attrape une lance. Et je me mets à frapper comme une sourde. J'avais l'impression de ne pas être violence qu'elle est.
Seulement 10 indigènes ennemis restent en vie. Et parmi les nôtres, 1 tué, 4 blessés, et le chaman. Un coup de couteau lui avait ouvert le ventre et ses boyaux sont sortis. Et j'ai dit, il faut essayer de le sauver. Je vais dans ma cabane, je prends ma lame de fer et mon aiguille, je chauffe le fer à blanc et le passe sur sa blessure. Le chaman crie comme un tordu. Des hommes armés viennent vers moi, comme pour me trucider. Mais le chaman lève le bras faiblement, comme pour dire « Laissez-la faire, laissez-la faire. » Alors aidez-moi, venez là les femmes, que je vous montre comment on fait la farce. D'abord, on sort les boyaux. On les étale. On les nettoie bien. On les essore comme il faut. Mais doucement, sinon ils s'abîment. Et puis, on rassemble tout. Une jolie broderie. Une très jolie broderie. Je n'avais pas encore fini que le chaman lève les yeux, me sourit un peu, me prend la main et l'embrasse. Tout le monde autour me baise les mains. Ensuite, ils me prennent et m'emmènent là où sont les blessés de la bataille. Je devais cotaliser et coudre sans m'arrêter jusqu'à l'aube. Et à la fin, j'étais morte de fatigue. Ils m'ont pris et ils m'ont emmenée dans mon hamac. Je cousais et je dormais. Je dormais et je cousais. Je ne sais plus combien de temps après, j'ai entendu le cacique crier. Tous les blessés que tu as recousus sont vivants et en bonne santé. Il y a même le chaman qui marche. Il marche un peu de travers, mais il marche. Et du coup, vous n'allez plus me manger? Te manger? Mais non, tu es si doué pour sonner l'alerte qu'on te nomme chien de garde. Merci. Et mes camarades? Eux, on va les manger. Ils n'en ont pas fichu, on les mange. Je n'ai pas pu les convaincre. J'arrive au bord de la mer et je m'assieds sur le sable. Et je regarde la lune, à laquelle, désormais, jette toujours un coup d'œil. Je la vois grande, claire, avec une quantité de petits nuages tout autour. Comme l'avait annoncé mon amoureux phénoménal à Venise, juste avant l'apocalypse. Oh mon sorcier vénitien, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles à la lune? Normal. Et elle te répond. Évidemment qu'elle me répond, c'est ma mère. Et qu'est-ce qu'elle dit, ta mère? Elle me dit qu'elle vous sent pas mort.
Et que si vous n'arrêtez pas tout de suite de vouloir manger mes amis, elle vous envoie des éclairs et une tempête capable de tous vous tuer. Elle est bien bonne celle-là. D'accord, tu nous as bien sauvés avec ton alarme et tu as su recoudre toutes les blessures. Mais de là à te faire passer pour une sorcière fille de la lune, c'est un peu gros. On est des indigènes, pas des couillons. Il n'avait pas fini de dire couillon que schnack! La foudre tombe avec plein d'éclairs. Et puis un coup de tonnerre, comme un tir d'artillerie. Tous les indigènes courent tirer leur barque hors de la mer. L'ouragan! L'ouragan arrive! Vite, à la grille! Ils se précipitent au village, se chargent de tout ce qu'ils peuvent. Chèvres, dindes, enfants, prisonniers, cochons, et tout le monde s'entasse dans une grande caverne. À peine on a été à l'abri, la fin du monde a éclaté. Des vagues immenses, vomies par la mer, qui bouillonnent, arrivent même jusqu'à l'entrée de la caverne. Oh, quel cul d'enfer on a! Un amoncellement d'arbres brisés qui dégringole, parvient à boucher l'entrée de la caverne, et un fer rempart à l'eau. Dehors, c'était tremblement de terre, un fracas, un tohu-bohu. Les petits enfants criaient, les femmes pleuraient, les hommes blasphémaient. Mais moi, je ne faisais rien. Mais mes dents jouaient des castagnettes. Après 2 jours et 3 nuits, comme il arrive dans le théâtre de marionnettes, la toile peinte de la tempête se soulève et celle d'un temps calme et lumineux descend. Avec son soleil resplendissant, le même spectacle, une grande lueur, un silence, et le soleil qui étale ses rayons. Un silence de mort assourdissant, pas un cri de perroquet, pas même le cri d'un singe. On déplace en grande peine les arbres à l'entrée de la forêt. On sort. Nom d'un chien! Quel désastre! Dehors, on dirait que 200 géants fous furieux ont labouré le rivage et la forêt entière. Le village a disparu. Je me retourne et je vois derrière moi tous les indigènes agenouillés. Hommes, femmes, enfants, prisonniers. J'ai l'impression que les dents et les cochons s'agenouillent devant moi. Et même les chèvres. Pardonne-nous si nous ne t'avons pas cru tout de suite. Nous jurons que nous ne mangerons ni toi ni tes compagnons chrétiens. Nous avons compris que tu es vraiment la fille de la lune. Et celle du soleil aussi. Et tous des dit Sainte, Sainte. Je repensais aux statues de mon couvent et l'auréole sur la tête. Et j'ai failli répondre Alléluia, Alléluia. Mais sacré nom, moi qui ai fui le feu de l'Inquisition, qui me suis sauvée en pataugeant dans la merde de chevaux et de vaches, et d'un seul coup je deviens fille de la lune et du soleil, et même sainte. Vous voyez quel destin. Oh! Mais je ne savais pas que c'était si fatigant de faire la sainte. Les saintes que je connaissais ne faisaient rien. Alors que moi, à peine nommée sainte, voilà que je me vois offrir à manger, des paniers, 100 vases, des corbeilles, on me dit mange, hein? Mais ça va pas? Vous voulez me faire crever? Et vous, qu'est-ce que vous mangez? Si tu veux bien nous laisser un petit quelque chose, merci. Mais d'abord, tu dois le bénir. Souffle dessus. Et voilà que je me retrouve agenouillée devant une rangée de corbeilles et un souffle sur le maïs. Et sur les fruits. Et puis un souffle sur les poissons, et sur les araignées de mer, et puis sur les dindons aussi. Et puis il m'a fallu souffler sur la tête des enfants pour les libérer du malin. Et puis sur la tête des grands aussi. Un peu plus et j'aurais attrapé un pneumothorax spontané. À la fin, même mes camarades viennent me voir les larmes aux yeux et me disent merci, merci, tu nous as sauvés 2 fois. D'abord du cannibalisme et puis de l'ouragan aussi.
Les indigènes ont raison, tu es une sainte, merci. Touche-nous, embrasse-nous. Quoi? Touche-nous, embrasse-nous. Moi d'abord, touche-nous, embrasse-nous. Et tout le monde se jette sur moi, même les indigènes me grimpent dessus. Ça suffit! J'ai pris un bâton, je l'ai fait tourner autour de ma tête et là, le premier qui me touche, je lui casse le bâton sur la tête. Et c'est là que le cacique s'est mis à genoux devant moi. Toi qui peux lui parler à ta mère Lune et à ton père Soleil, demande-leur où nous pouvons aller. Ici, il n'y a plus un arbre en bon état, pas une bête à manger. Où allons-nous? Vers le nord? Allons-nous vers le sud? Vers l'est? Vers l'ouest? Où allons-nous? Ne crie pas, on va à l'est. Comment peux-tu en être si sûr? Eh, je suis une sainte. Je dois bien savoir quelques petites choses, non? La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'un tas de navires espagnols étaient arrivés à l'est de cette côte pour fonder une grande colonie. Donc forcément, en marchant plusieurs mois, nous finirons par rencontrer des chrétiens et je pourrai enfin rentrer chez moi sans encombre. Chez moi, parce que je commence à en avoir plein le cul de ces âmes du diable. À casa! En route! C'est ainsi que se forme une grande caravane avec les Amérindiens, les prisonniers capturés durant la bataille, les prisonniers chrétiens. Et moi, en tête, avec une large feuille pour me protéger du soleil. Nous avons marché pendant des jours et des jours. Sur une terre que l'ouragan avait retournée, dévastée. Pas une sauterelle, pas un verre de terre à manger, pas même une racine douce. Soudain, nous avons vu sortir de la colline, au loin, une longue et fine fumée qui montait vers le ciel. Les Conchoubas! Qui sont les Conchoubas? Les Conchoubas, crâne rasé, eux aussi, on peut s'en sortir. Immédiatement, mes Amérindiens attisent un feu, puis ils jettent dessus des herbes mouillées pour faire une épaisse fumée. Et tout en se déplaçant autour, avec ces larges feuilles, comme celles que j'utilisais pour me protéger du soleil, ils ont éventé, ils coupaient la fumée. Ils ont fait apparaître de petits nuages, des gros, des longs, des larges, des rebondis en grappes. Avec les nuages de fumée, ils ont fait apparaître des mots. Ils parlaient avec les Conchoubas. Et il leur disait tout. Quand ces derniers sont arrivés, il y avait donc un tas de choses à manger car ils avaient été avertis. Et mes Amérindiens leur racontaient mon histoire. Attention, avec nous, il y a la fille de la lune. Elle parle avec la lune. Et prenez garde, elle va se battre comme une tigresse si vous ne l'écoutez pas. Quand ils sont arrivés, ils se sont mis à genoux devant moi avec toutes les victuailles. Moi, j'ai dit au cacique, ne me dis pas de souffler dessus, sinon je m'évanouis au premier souffle. Nous avons mangé et nous sommes repartis. Et les Conchoubas avec nous. Nous avons traversé une forêt où on ne parvenait à entrevoir que quelques fentes de ciel. Soudain, on entend crier « Un monstre !» Par Dios, c'était un cheval, revenu à l'état sauvage. Un petit étalon maigre qui donnait des coups de dents et des coups de sabot à tous ceux qui passaient à côté de lui. Hé, les Amérindiens! Attention, ce monstre! Hé, où êtes-vous? Je me retourne, ils étaient tous montés aux arbres. Ah, vous êtes installés pour le spectacle.
mois plus tard, tous les Amérindiens avaient appris à monter à cheval. Nous sommes repartis. Nous avons traversé une rivière, puis une autre rivière. Soudain, nous nous retrouvons dans une tempête effrayante. Il y avait des chevaux partout. Et dans un méandre, 60 chevaux étaient ballottés par la tempête. Nous avons pris toutes les cordes que nous avions avec nous, les avons lancées en bridant les chevaux, et un à un, les avons ramenés à la rive. Nous avions à présent 63 beaux chevaux, et tous les Amérindiens montaient à cheval. Et quand on pense qu'il n'y a même pas un an, ils ne les connaissaient pas, et que maintenant c'est comme s'ils avaient été élevés ensemble. Les hommes et les femmes montaient à cheval, à l'endroit. Ya! Ils montaient sans selle. Ya! Et puis ils se retournaient. Et ils continuaient à l'envers. Et j'ai vu quelque chose qui ne s'était jamais produit avant. Un Amérindien qui donne un coup de pied à son cheval pour qu'il monte sur la croupe d'un autre cheval. Un Amérindien à cheval, sur un cheval, à cheval, sur un autre cheval. 4 mois plus tard, nous avons atteint une colline. Et sur cette merveilleuse colline, j'ai senti l'odeur que je connaissais bien, une odeur de soufre. Je suis allée friner. C'était un filon de soufre, du soufre pur. Je l'ai extrait et je l'ai caché. Puis, j'ai préparé le charbon. J'ai cherché du magnésium que j'ai trouvé dans une grotte. Pendant que les Amérindiens dormaient, j'ai taillé des tiges de roseau, y ai mis du charbon, du soufre, du salpêtre, du magnésium. J'ai fait les mèches et... C'est toi qui as fait cette explosion? Oui, mais pas pour vous effrayer, mais parce que nous allons bientôt rencontrer les Espagnols. Eux, ils adorent les feux d'artifice et nous allons leur offrir des pétarades étourdissantes. Mais pour cela, il faut que vous deveniez maître artificier. Et ils ont appris. Ils faisaient des feux d'artifice partout, même quand ce n'était pas le moment. On marchait. On pissait. On faisait l'amour. Nous sommes enfin arrivés au sommet d'une chaîne de montagnes. Au-delà, on voyait toute une vallée, large, claire et une ville. Cachoque. C'est Cachoque. La ville de Cachoque. Il y avait la mer, l'Atlantique, le port, les bateaux. Cachoque. Regardez quelle ville animée. Regardez les maisons et la cathédrale. Vous voyez, son clocher est entièrement fait de troncs. Ça, c'est le palais du gouverneur. Et juste en dehors des remparts, les plantations de coton, de maïs, de froment. Regardez comme c'est grand. Et là, les montagnes, les mines d'or, et puis le port, les bateaux. Et au-delà de la mer, ma terre. Regardez combien il y a d'Amérindiens. Des esclaves. Dans les plantations? Et dans les mines. Et sur la place, il y a 10 indigènes. Pendus. Je regarde les miens du coin de l'œil. Près de moi, ils sont tout blancs, blêmes. Les femmes tremblaient et certains s'évanouissaient. Non, ne soyez pas terrorisés. Je ne vous emmène pas à Cachoque et je ne vous emmène pas chez les Espagnols. Ne faites pas de bruit. Rebroussons chemin. À 2 jours de marche, je dois vous parler. Tunnel! Lorsque nous avons été loin de Cachoque et dans un ballon caché, nous nous sommes assis tranquillement et j'ai dit: comptons-nous. Johanna! Oui! Johanna! Ici! Johanna! Présente! Johanna. 25 000? C'est trop. Nous ne pouvons pas aller à Cachoque. Cela provoquerait trop de pagaille.
Nous sommes le double de toute la population de cette ville avec ses esclaves indigènes. Si je vous conduis dans la gueule des Espagnols, ils feront de vous des esclaves. Ils vous enchaîneront parce que vous n'avez pas de religion, vous n'êtes pas catéchisé, vous n'avez pas d'âme et pas de Dieu non plus. Pour éviter de devenir des esclaves, je devrais vous faire devenir des frères chrétiens. Si vous êtes des frères chrétiens, les Espagnols ne peuvent pas vous toucher, c'est la loi. Mais il faut un moine, un prêtre, pour vous enseigner la religion. Ah, moi je ne peux pas. Si. D'accord. Je vous enseigne la religion. Au fond, j'ai grandi sous les bonnes sœurs. La première difficulté, c'était d'expliquer aux Amérindiens la question du péché originel d'Adam et Ève. J'ai dit, Adam et Ève étaient deux indigènes. Ils étaient nus lorsqu'ils sont nés, exactement comme vous. Ils s'aimaient, ils se prenaient dans les bras, ils faisaient l'amour. Au meilleur moment, oui, ce redin de gros serpent non. Qui était le diable est arrivé. Une pomme à la bouche. Une pomme à la bouche. Attends. Ah, je m'attends. Adam, mange la pomme. Adam, ma la vuoi mangiare questa mela? Non, Ève, mange à toi. Non, toi d'abord, moi je la mange après. Surgit alors l'archange Gabriel. Ou Michel. C'est Raphaël, je sais pas. Malheureux! Vous avez mangé la pomme interdite! Sortez du paradis! Seulement, les Amérindiens ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas les pommes. Ils n'avaient pas de pommier, pas de poirier non plus. J'ai donc dû mettre dans la gueule du serpent une mangue. Grosse comme une pastèque. Et cette bête, la gueule ouverte, qui disait alors, Une autre difficulté, c'était de leur expliquer cette histoire de pudeur. Adam et Ève, avant ils se baladaient, fesses à l'air, seins à l'air, tout à l'air. Zizi, minou, tout, absolument tout. Et puis un jour, surgit la honte. Quand l'archange Gabriel arrive, avec son épée, et qu'il dit « Vous avez mangé la mangue interdite !» Hors du paradis et schnapp ! Un coup d'épée. Pour moi, cette fente que nous avons derrière, c'était lui. Avant, nous avions une fesse, et puis, hors du paradis et schlac, deux fesses. Quelle honte! Cria Ève. Et Adam, s'il te plaît, Ève, donne-moi une feuille de figuier que je puisse me couvrir. Les Amérindiens ne comprenaient pas bien ça, parce que le seul figuier qu'ils connaissaient, c'était le figuier de Barbarie. Et l'idée de se mettre au large, cette feuille pleine d'épines. Ah! Quel maso, cet Adam. Tout le contraire de quand je leur ai parlé de... Jésus!
longs cheveux. Passionné. Aimant. Qui prenait les enfants dans ses bras et surtout qui pardonnait à tout le monde. Toi, la brigade. Tu la connais à manger. Quel est le péché? Toi. Et lorsqu'il y avait quelqu'un qui marchait un peu de travers, toi! Marche, toi! Merci! Miracle Jésus! Ils aimaient bien Jésus. Mais ceux qui ne l'aimaient pas, c'était les apôtres. Oui, tous sérieux, qui marchaient les mains jointes, les mains derrière les autres. Et puis c'était des garçons. Que des garçons. Seulement des garçons. Ça ne leur paraissait pas très net aux Amérindiens. J'ai dû rajouter une fille parmi les apôtres. Marie-Madeleine. Belle, avec 2 seins ronds, entièrement et seulement vêtue de sa mâche de cheveux qui parfois faisait... Ouh. Mais Jésus et Marie-Madeleine, ils ne dormaient pas dans un hamac? Aussi, ils dormaient dans un hamac. Est-ce qu'ils faisaient l'amour? Non, je ne crois pas. L'évangile ne le dit pas. Mais bien sûr que si, ils faisaient l'amour. Que veux-tu qu'il fasse, le Fils de Dieu, avec une fille si belle? Il faisait l'amour comme un dieu. C'est pas écrit dans l'évangile. Ils ont dû arracher les pages. Ce qui est terrible, c'est quand j'ai raconté l'épisode de la mort de Jésus. Et la Madone sous la croix qui pleurait, et Marie-Madeleine qui s'arrachait les cheveux. Quelle belle chanson. Je la leur ai chantée. Encore. À l'identique, en un peu plus guéret. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes sauvées. Je chante leur courage du don de vie jusqu'à cette paix. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes bénites, à la gloire des femmes sauvées, unis jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur amour et leur mère, leur fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes heureuses, à la gloire des femmes sauvées, unis jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des familles. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des victorieuses, à la gloire des femmes sauvées, unis jusque devant la mort. Alors, quel choc! Non, non, pas tous. 1000 d'entre vous, 800 hommes et 200 femmes. Les autres, vous restez cachés. Si nous avons besoin de vous, nous vous envoyons des signaux et vous venez avec les chevaux. Nous avions plus de 100 chevaux. Allons-y! Soulevez bien haut la croix dans le ciel. Et attention, pas de feu d'artifice sur les croix. C'était une manie, vous ne pouviez pas leur mettre une croix entre les mains, ceux qui la peignent de toutes les couleurs, leur mettent des plumes colorées, et puis ceux qui les allument. Non! On ne fait pas exploser les croix! Nous sommes arrivés en chantant devant Cachoeira. Lorsque nous avons atteint les remparts, les Espagnols surgirent dans nous. Regardez, incroyable! Des indigènes qui portent la croix! Des Amérindiens chrétiens! Immédiatement, le gouverneur est sorti du grand bastion et a crié Qui a fait ça? De quel droit leur a-t-on enseigné la religion à ces indigènes? « C'est moi.
monsieur le gouverneur. Mon nom est Johanna. Mais eux l'appellent fille du soleil naissant et de la lune. J'ai grandi parmi les bonnes sœurs dans un couvent, et je ne sais pas si j'ai bien fait de leur enseigner la religion. Lui, le gouverneur, nous regarde et s'aperçoit que tous ces Amérindiens agenouillés ont des paniers remplis d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et pour qui toute cette or? Pour toi, gouverneur. C'est un présent que te font ces indigènes. Pour moi? Tu as bien fait de leur enseigner la religion. C'est très bien. Je parle au nom des Espagnols. À partir de maintenant, gare à ceux qui se permettent de rendre esclaves ces indigènes qui sont nos frères en Jésus-Christ. Ce sont les sujets de notre royaume, celui du roi et de la reine d'Espagne. Ils sont libres de travailler tous les matins dans les plantations et aussi dans les mines. Contraints, libres. Et les indigènes ne comprenaient pas bien le lien entre contraint et libre. Mais ils étaient tout de même contents. Ils se sont mis à boire, à chanter, à danser. Mais à l'aube, lorsque les cloches ont sonné pour appeler au travail, il n'y avait plus personne. Les Espagnols sont arrivés et m'ont conduite devant le gouverneur. À genoux, maligne! Tu leur as enseigné un peu de religion à ces indigènes? Tu les as préparés? Mais dès qu'ils ont entendu le mot effort, le mot travail et le mot mine, ils se sont tous envolés. Belle religion que tu leur as enseignée. S'ils ne reviennent pas à genoux devant moi avant le coucher du soleil, te fais pendre à la hampe la plus haute. Et quand le soleil montera, tu descendras sur la lune. Non! C'est une sorcière! Brûlez-la! Au feu, la sorcière! Et je me disais bien que ça me manquait, quand on parlait de feu. Prenez garde, monsieur le gouverneur. Ces gens-là vont tout brûler. Vos granges, vos maisons, ils feront un feu de joie de votre palais et de vos bateaux. Et vous aurez bien du mal à rentrer avec des bateaux carbonisés. Comme des chrétiens, il n'y a plus de religion. Du calme, monsieur le gouverneur. Nous ne voulons pas d'esclaves. Nous vous laisserons la vie sauve si vous nous promettez de ne plus revenir. Nous attendrons 3 jours et nous vous laisserons partir. Ça vous va? Oui, ça nous va. Le premier jour passe, lune normale. Le second, lune normale. Et la 3e nuit, une grosse lune toute blanche s'élève avec plein de petits nuages blancs autour. Vous pouvez partir. Idiote de putain! Grave erreur de nous laisser en vie. Bon voyage. Les bateaux s'en allaient, s'éloignaient, étaient sur le point de quitter l'horizon. Alors, j'ai dit à la lune, mère, envoie-leur une belle explosion. Et balaboum, un coup de tonnerre, un grand éclair. On a vu clair pendant un moment. Puis, la mer est devenue toute sombre. Puis un autre éclair. Au fond, on voyait les bateaux des Espagnols miniatures, avec de petites tornades autour. Puis des vagues de plus en plus grosses sont arrivées à la rive. Et dans ces vagues, il y avait des morceaux de bateaux fracassés. Et parmi eux, des soldats noyés, des marins noyés, des capitaines. Oh, le gouverneur, le vice-gouverneur, l'aumônier. Ils étaient tous revenus. Et ils flottaient comme des outres gonflées. C'est ainsi que les années ont passé. Depuis le jour où je suis arrivée, enlacée au cochon, le bécotant dans la tempête. Et je suis heureuse
satisfaite. Je suis en bonne santé. Tout le monde m'aime. La tribu est une grande famille. Je suis entourée d'enfants, les miens et ceux des autres. Quand un enfant naît, toutes les femmes qui ont du lait le lui donnent. Et il devient l'enfant de toutes. Nous sommes sereins. Il n'y a pas de guerre. Si les hommes se bagarrent, les femmes leur disent « Qui se bagarre ne fait pas l'amour !» Et immédiatement, une bourrade et un sourire. On plaisante. On plaisante. La seule chose qui me rend nostalgique, c'est l'odeur fraîche du vent de mes vallées. Je ne sais pas d'où il vient, mais je le sens. Il arrive dans mon nez, il me frappe en pleine tête. Je sens les parfums de mon enfance. Je sens l'odeur du chevreuil cuit à la broche. Je sens la forte odeur du mou dans les auberges. Le chant des femmes. Les rires. Les chansons d'amour, là. Même les chants d'église me rendent nostalgique. Ceux de mes bonnes sœurs qui chantent dans la chapelle sous la statue de ce beau gosse de Saint-Sébastien. Et les femmes du village. Dans ces moments-là, je suis prise d'un cafard qui me déchire le cœur. Je cours, désespérée, me jeter dans mon hamac. Je serre le filet dans mes bras et tout de suite, les enfants viennent près de moi. Ils balancent lentement le hamac, me bercent doucement et ils chantent. Ils chantent la chanson de mon village que je leur ai apprise avec les mêmes paroles, le même dialecte. Je ferme les yeux et ils me bercent en chantant. Thank you.